bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons à la coopération Sud-Sud avec notre premier dossier du jour qui sera consacré aux enjeux de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Au programme également de cette émission, la feuille de route du nouveau gouvernement malien a été fixée lors du premier conseil des ministres, c'était ce dimanche. Et en République démocratique du Congo, un courant tshisekédiste a vu le jour en soutien à Félix Tshisekedi, fils du défunt leader. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Adam Azeizi, vous êtes consultant bancaire, bienvenue. Merci à vous. Frédéric Assomption Seoubo, vous êtes économiste, bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorial Gemal, bienvenue Gemal. Bonsoir Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite l'actualité du jour. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement malien avait lieu ce dimanche. L'occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de fixer les priorités de l'action de cette nouvelle équipe. Apaiser le climat social, parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Voici quelques-uns des axes de la feuille de route de ce gouvernement Birama Sonera. Au Mali, la feuille de route du nouveau gouvernement a été déclinée le dimanche 16 avril. Des priorités qui touchent presque tous les domaines. Il s'agit entre autres d'apaiser le climat social, de parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation contenu dans le programme présidentiel d'urgence sociale. Ce sont là les missions confiées au nouveau gouvernement du Mali, dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. C'est pourquoi je vous exhorte à articuler votre action, votre mission, autour de 4 axes prioritaires que sont: parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale, adapter notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales. Un message bien compris par le nouveau chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga et son équipe. Ils disent mesurer l'ampleur des attentes des Maliens. Monsieur le Président de la République, cette équipe va agir de façon soudée, de manière à renforcer la confiance de nos compatriotes. Et nous avons le plaisir, ensemble, de faire que l'État puisse reprendre le contrôle et de mettre en place l'ordre dans l'espace public. Au Mali, le climat social a été détérioré ces derniers temps par plusieurs grèves dans les secteurs importants du pays. Il s'agit notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et de la justice. À noter que dès sa prise de fonction le 10 avril, Abdoulaye Idrissa Maïga a décidé d'engager le dialogue avec les syndicats. Un accord a d'ailleurs été trouvé entre le gouvernement et les organisations syndicales de la santé sur les différents points de revendication le 16 avril 2017. Gemal, la mise en œuvre de l'accord de paix et pour la réconciliation, ça reste toujours la principale préoccupation, on peut le dire, pour le Mali? À l'évidence, oui. Pourtant, ce n'est pas la seule, et ça ne peut pas être la seule, et c'est tout de même la priorité des priorités. On n'est pas au premier plan, on est au 3e ou au 4e. On n'est pas à la première possibilité de paix dans ce pays. Malheureusement, tous les 10 ans, on a à peu près la même situation et on a l'impression à chaque fois que c'est rebelote à nouveau. Là, très sincèrement, j'ai l'impression que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, depuis maintenant 2 ans, depuis en fait le processus d'Alger, prennent les choses sérieusement en main, les prennent au sérieux et ils ont l'intention de les affronter frontalement. Parce que si on ne le fait pas, on n'avancera nulle part. La priorité des priorités, c'est la paix dans le nord du Mali. La paix dans le nord du Mali passe visiblement pour eux par une régionalisation très forte, donc une espèce de décentralisation poussée qui va permettre sans doute aux populations locales de se gérer par elles-mêmes et de leur donner l'impression que leur voix, que leur participation servent à quelque chose. Ça, de mon point de vue, c'est fondamental. Et c'est, je crois, la clé de la paix, si on veut demain avoir un Mali pacifié. Il n'y a pas d'autres priorités tant que la priorité de la paix n'est pas passée. Il y a tout à faire au Mali. Et c'est injuste d'ailleurs vis-à-vis des autres populations maliennes. C'est-à-dire quand vous dites « nous allons concentrer l'essentiel des efforts dans le nord », vous oubliez Caille, vous oubliez le reste du Mali, et ça n'est pas juste, dans le reste du Mali, il n'y a pas grand-chose non plus. Et pourtant,
Et pourtant, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le reste du Mali, Dieu merci, n'est pas en guerre civile. Et donc ce Mali-là, qui est en guerre civile, a besoin de passer par la case paix. Et une fois qu'il sera passé par la case paix et que celle-ci serait acquise, je n'ai aucun doute que le Mali regorge de tellement de ressources qu'il va sans doute évidemment s'en sortir. Mais enfin, dans le discours d'Ibrahima Dibaka, il y a une partie très importante, c'est la paix et la diplomatie. Quand il dit la diplomatie par rapport à nos voisins, évidemment et à l'évidence, le Mali ne peut pas s'en sortir seul. Il a besoin de ses voisins. Il a besoin du G5 Sahel, c'est fondamental. Il a besoin de l'Algérie, qui est un allié très important dans cette région-là. Il n'y a pas de paix si l'Algérie ne joue pas le jeu. Et donc, la diplomatie de ce point de vue-là va jouer un rôle fondamental pour que demain, la paix régionale, sous-régionale, soit possible, pour que le Mali retrouve enfin le chemin du développement ou en tout cas de la croissance économique. Adama Zaïzi, quel regard portez-vous sur la situation au Mali? Depuis le changement de gouvernement qu'il y a eu au Mali suite à l'intervention française, on note une instabilité au niveau du Mali. On est aujourd'hui au 3e gouvernement en 3 ans, ce qui montre la difficulté pour le président actuel d'avoir un gouvernement qui fasse consensus et qui puisse perdurer et répondre aux problématiques sociales au Mali. Alors, on voit avec les mouvements sociaux qu'il y a eu ces derniers mois, notamment les revendications dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation. Aujourd'hui, le gouvernement apporte des solutions de soins rapides, mais il faut travailler dans la durée. Et la durée, c'est d'abord travailler sur la stabilité du Mali, afin de faire en sorte que le pays redevienne un pôle d'attrait économique et qu'il puisse redevenir ce que était le Mali émergent avant le début des mouvements terroristes dans le nord du Mali. Merci. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition est encore loin de trouver son unité après la division en 2 ailes, à savoir celle du tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi d'un côté et celle de Joseph Olenga Koï de l'autre. Un nouveau courant dit tshisekédiste se déclare. Cette mouvance a l'ambition de porter le fils du défunt leader comme candidat à la prochaine présidentielle. Reportage de notre correspondant Jacob Bokar. C'est un nouveau courant qui se déclare au sein du rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi. Porté par les amis du défunt Étienne Tshisekedi, ce courant soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle à venir. Cependant, les concernés ne s'est pas encore prononcé. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on se cantonne avec ce débat des premiers ministres, mais il est temps qu'ils puissent prendre l'ossature et aujourd'hui le courage de se déclarer candidat, comme il ne veut pas le faire. Comme nous l'avons fait pour sa candidature Premier ministre, comme nous l'avons fait pour qu'il soit chef de délégation, nous avons aussi la liberté de dire qu'il peut être candidat président de la République. Du côté du rassemblement qui a proposé et obtenu la nomination de Bruno Tshibala, on estime que l'heure n'est plus à la division. Son président, Joseph Olenga Koï, qui s'est exprimé devant les membres du comité des sages et les militants ce dimanche de Pâques, appelle tous ceux qui se réclament héritiers politiques d'Étienne Tshisekedi de soutenir le nouveau Premier ministre. Nous allons mettre tout en œuvre pour essayer de s'auto-convaincre et surtout d'aller vers nos frères et sœurs, leur faire comprendre les bien fondés de notre démarche pour ceux et celles qui avaient le retard de compréhension. Il a fallu poser certains actes courageux pour sauver notre propre histoire et sauver notre pays. Alors que la restructuration qui a porté Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du rassemblement a divisé cette plateforme, la création d'un autre courant risque de porter encore un coup dur à cette aile du rassemblement au cas où les concernés appuieraient cette initiative. On aura ainsi 2 candidats présidents de la République dans une même plateforme. La maturité de l'opposition congolaise est ici mise en épreuve, sa cohésion fortement ébranlée. Une situation qui n'est pas de nature à faciliter la solution dans la crise politique que traverse la RD Congo. J'ai mal, le rassemblement de l'opposition est en train d'exploser. Oui, il est en train d'exploser parce qu'il est pris en otage. Et c'est ça qui est dramatique. Un de mes amis me faisait remarquer récemment qu'il a appris à aimer le fils Bongo
par sa détestation des réseaux qui soutiennent Jean Ping. Un autre m'a dit, je vais apprendre à aimer Kabila parce que le comportement du fils Tshisekedi est insupportable. Voyez-vous, on est en train de parler du pays de Patrice Lumumba, c'est-à-dire on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle du pays de l'idole, en tout cas l'une des idoles du continent africain que nous aimons, que nous adulons. Et voilà que pendant 2 mois, la dépouille du papa est prise en otage parce que le fils n'est pas nommé Premier ministre. Alors on parle d'héritage politique. Mais il n'y a pas d'héritage politique, il y a un héritage tout court. Quelles sont les qualités, quelle est la spécificité du fils Tshisekedi si ce n'est que de s'appeler Tshisekedi? Bruno Tshibala, qui vient d'être nommé Premier ministre, est un vrai héritier politique de Etienne Tshisekedi. Il est son compagnon. Il a été avec lui tout le temps. Il a la légitimité absolue de porter le rassemblement et de porter donc la voix d'Etienne Tshisekedi. Il est choisi comme Premier ministre. Et voilà que les mêmes gens des rassemblements crient au scandale. Pourquoi? Parce que le fils du père n'a pas été nommé Premier ministre. Ça me scandalise. Ça me scandalise parce que ce n'est pas la conception que j'ai de ce pays et ce n'est pas la conception que j'ai de la démocratie. Et puis, pardon, ce n'est pas la conception que j'ai du mérite. Parce que le mérite doit bien vouloir quelque chose dans le pays de Lumumba. Le mérite, Bruno Tshibala, là, parce qu'il a été le compagnon du Tshisekedi, le plus proche collaborateur, il a porté avec lui toutes les batailles, il a porté la bataille y compris contre Kabila, père, fils, et voilà qu'il est nommé Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut y redire? Que le fils Tshisekedi veuille bien se donner une légitimité et qu'il veuille bien s'aller mériter le nom qu'il a et lui mettre un prénom, un vrai prénom. Il n'a qu'à rentrer dans le jeu politique, se lancer dans la bataille présidentielle, pourquoi pas, mais il n'a pas le droit d'hypothéquer et de mettre en péril l'avenir de l'accord politique pour des ambitions personnelles. Ça me choque au plus haut niveau. Au-delà de ça, j'ai bon espoir que la SENCO continue à suivre ça de façon très sérieuse, que la classe politique, encore une fois, de ce pays, comme elle a commencé à le faire, il ne faut jamais l'oublier, et je salue mon ami que j'aime beaucoup, le président Vital Kamerhe, qui a su depuis octobre déjà comprendre l'enjeu et le suivre. Ceux qui sont venus le suivre après, qui ont compris que ce pays, il faut le gérer ensemble et le préparer à un avenir ensemble, et voilà qu'on a un gouvernement, on va avoir sans doute une composition du gouvernement très bientôt, et il n'y a pas de raison que cela soit hypothéqué par les ambitions de quelqu'un dont le seul mérite est de le fils de. Alors peut-être Adam Azeizi, une réaction par rapport à cela? Je pense qu'aujourd'hui, les mouvements qui portent Tshisekedi sont principalement alimentés par la volonté, d'une part, de proposer une alternative à Kabila, et d'autre part, d'avancer avec un pas sûr, c'est-à-dire en connaissance de ce que va donner sa politique, étant donné qu'il est porteur d'un héritage, l'héritage de son père, qui est assez connu avec les mouvements qui le suivent. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement assez de personnes qui souhaitent conserver un certain nombre d'acquis, qui sont derrière ce soutien. Donc, est-ce que ça peut être dangereux par rapport à l'évolution de la situation politique au Congo? On verra ce que nous montrera l'avenir. Néanmoins, le plus important aujourd'hui, c'est que les choses bougent au Congo et que la situation va porter un changement, j'espère, pour ce pays qui, depuis un moment, est à sa tête un président qui soulève un certain nombre de critiques. Gémal, rapidement, est-ce qu'on peut dire que maintenant, il y a au sein de ce rassemblement de l'opposition un mouvement, donc la tshisekédiste en soutien à Félix Tshisekedi et un mouvement katumbiste de l'autre en soutien à Moïse Katumbi? Et je comprends très bien en filigrane votre question qui n'est pas venue, c'est qu'est-ce que va nous réserver l'avenir? Est-ce que l'alliance aujourd'hui dans notre rassemblement voudra dire grand-chose et quelle est la bataille demain inévitable et obligatoire entre Tshisekedi, fils, et donc le président, le gouverneur du Katanga, donc Moïse Katumbi? À l'évidence, oui. Mais ça, à la limite, c'est ça, et c'est pas ça qui m'embête. Qu'il y ait demain une bataille saine dans laquelle vont se jouer tous les leaders de l'opposition, y compris donc Vital Kamerhe, Moïse Tshisekedi, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Et donc, tous vont rentrer dans une bataille politique qui est saine et qui est plutôt honorable. Et donc, c'est pas le problème. Ce qui m'embête, moi, c'est qu'on ne donne pas la chance à ce gouvernement qui, lui, n'a pas le droit de se présenter, qui, lui, va gérer une transition ô combien importante et combien difficile. On n'a pas le droit de l'hypothéquer au nom de petits calculs personnels. Parce que nous n'avons pas obtenu des positions, nous n'acceptons pas une situation qui va sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. N'oubliez jamais que c'est un très grand pays de près de 90 millions d'habitants, qui est un grenier du continent africain, qui est la première ressource en eau et en électricité du continent africain. Quand il va bien, nous allons bien. D'ailleurs, on n'ira jamais bien tant que le Congo ne va pas bien. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.